Ah, ça commence bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle de conférences sur l'histoire de la CGTU. On en avait déjà rappelé l'esprit, c'est-à-dire explorer les pratiques par lesquelles la CGTU a existé et à travers lesquelles se sont transmis des pratiques, des traditions, des analyses. Et sous cet angle-là, nous avons choisi de privilégier les implantations professionnelles. On le voyait la dernière fois avec Stéphane Siro pour le bâtiment, et puis aussi les implantations territoriales que l'on avait examinées déjà l'année dernière avec le Pas-de-Calais et que l'on va examiner aujourd'hui avec la Saône-et-Loire, un département, mais l'intervenant le dira mieux que moi, euh, industriel. C'est le département du Creusot, ce qui n'est pas rien. C'est le département de Montceau-les-Mines, qui est quand même un bassin minier qui compte. C'est aussi Digoin, la faïencerie et ainsi de suite. Donc, on a là une base, des bases industrielles et ouvrières, donc a priori un terrain de choix pour la CGT. Alors, pour en parler, eh bien, on a avec nous, mais il est un peu chez lui ici, Morgan Poggioli, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a travaillé sur la CGT au moment du Front populaire, un Front populaire prolongé jusqu'à la catastrophe de 1940, euh, donc qui est un spécialiste du mouvement syndical, en particulier de la CGT, mais du mouvement syndical plus largement, puisqu'il est allé voir aussi, non seulement du côté de la CGTU, qui avait quand même à voir avec la CGT du Front populaire, mais aussi du côté des autres formations syndicales. Et donc, ces publications, on va citer une des dernières, À travail égal, salaire égal, qui portait sur la CGT et les femmes au temps du Front populaire. Et puis, il a été également un contributeur important pour le livre collectif sur la CGT en question, Regard croisé, sur 125 années de syndicalisme de transformation sociale. Bien, ben, écoute Morgane, maintenant c'est à toi. Merci Michel. Alors, merci d'abord de l'invitation. Je suis très heureux de revenir après moultes années d'absence dans ces lieux, entre autres à cause du Covid où voilà, toutes les manifestations de type culturel et scientifique avaient été un peu avortées. Donc, je suis très, très content d'être de retour au siège de la CGT. Donc oui, je vais vous parler de la CGTU en Saône-et-Loire. Alors, comme l'a dit Michel en présentation, effectivement, la Saône-et-Loire est un département qui connaît une activité industrielle importante avec entre autres le Creusot, Montceau-les-Mines, le Petit Creusot de Chalon-sur-Saône également. Même si, pour beaucoup, quand même, l'image du département est aussi un département très rural, avec la Bresse et puis tout le vignoble dans le Mâconnais et la côte chalonnaise, qui font que ce territoire n'est pas forcément, en tout cas a priori, un territoire, j'allais dire, marqué par l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, on a bien quelques épisodes, hein, je pense à la commune du Creusot en 1871, la Bande Noire à Monceau dans les années 1880, ou encore les grandes grèves de la fin du 19e siècle, 1899-1901 à Monceau. Mais il n'empêche que, malgré ce potentiel industriel, le mouvement ouvrier, en tout cas jusqu'en 1936, est relativement faible dans le département. Et d'ailleurs, confédérés communautaires à l'époque s'accordent sur ce fait que le syndicalisme n'a pas trouvé vraiment sa place malgré le potentiel industriel dans le département.
Alors, après ce préambule pourtant peu favorable, la Saône-et-Loire n'en demeure pas moins un cas d'étude plutôt intéressant pour la CGTU, tout d'abord parce que l'union départementale va être conquise par ce qu'on appelle les minoritaires à l'époque, à l'été 1921, et qu'au moment de la scission de 1922, eh bien, la CGTU va basculer majoritairement, alors ça ne veut pas dire à 100%, mais à peu près aux 2 tiers, va basculer en faveur de la CGTU, ce qui, à l'échelle nationale, relève donc des cas dits minoritaires. On a la région parisienne, un peu dans la région lyonnaise, mais le nombre d'UD est majoritairement resté à la CGT. Là, la CGTU, en Saône-et-Loire, a basculé en faveur des ex-minoritaires. Ensuite, parce que ce département a compté quelques militants d'importance, je pense en particulier à Marie Guillot, qui sera une des secrétaires confédérales de la CGTU, en tout cas entre 1922 et 1923, qu'on a d'autres personnages importants, je pense à Jean Aulas à la Fédération de l'enseignement, d'autres militants, alors plus du Parti communiste, mais comme Valdez-Crochet, qui sera un futur secrétaire général, et dont on parlera déjà durant cette période. Et enfin, parce que la Saône-et-Loire est un cas, j'allais dire, non pas d'école, mais en tout cas un cas tout à fait remarquable de dissension entre ce qu'on appelle le centre et ses périphéries. C'est-à-dire que l'union alors, qui n'est plus l'union départementale à la période où on va parler, mais l'union régionale. Mais en tout cas, il y a une grave crise en Saône-et-Loire, aussi bien à la CGTU qu'au PCF, concernant la régionalisation et, pour faire vite, toute la politique de bolchevisation qui se met en place aussi bien au parti qu'au syndicat à partir de 1924. Donc voilà 3 bonnes raisons finalement de s'intéresser un petit peu à ce département. Et voilà, en quelque sorte, les motivations, en dehors du fait que je suis moi-même de Saône-et-Loire, qui m'ont porté à m'intéresser à l'implantation locale du département, de la CGTU dans le département. Donc, durant cet exposé, nous allons nous interroger sur l'histoire de cette centrale à l'échelle de la Saône-et-Loire, des origines, c'est-à-dire de la Première Guerre mondiale, pour faire vite, jusqu'à 1936, et autour de 3 thématiques que sont donc l'implantation locale et professionnelle, celle des pratiques militantes, en ne se limitant pas à la seule geste gréviste, et puis celle de son insubordination, en quelque sorte. Et voilà, ça constituera, pour faire vite, les trois grands points de mon intervention. Alors, pour cette intervention, je me suis appuyé sur les premiers résultats d'un très vieux mémoire de maîtrise que j'avais soutenu en 1999, mais que j'ai actualisé grâce aux fonds désormais disponibles de la CGTU, de l'Internationale et de la SFIC, désormais disponibles sur Pandore. Et puis, après construction d'un corpus de 140 militants avec le Métron que j'ai pu reconstituer pour permettre, sur certains points, d'avoir une approche prosopographique qui nous permette de confirmer ou d'infirmer certains points. Donc, mon premier point va donc porter sur l'émergence et l'affirmation d'une minorité syndicale dans le département pendant et au lendemain donc, de la Première Guerre mondiale. Puisque pour comprendre la scission de 1922, nous sommes obligés effectivement de revenir quelques années en arrière pour comprendre comment cette minorité s'est construite dans ce département. Alors, pour tout dire, elle tient, pas uniquement, mais en partie et en grande partie, à la figure de Marie Guillot, qui était donc une institutrice pionnière du syndicalisme enseignant, à l'échelle nationale, j'entends, collaboratrice de la revue L'École émancipée, ainsi que de la vie ouvrière dès 1913, et qui rentre à la commission administrative de l'Union départementale en 1914, en mai 1914, juste avant le déclenchement du conflit. Amie de Pierre Monat, elle est, tout comme lui, consternée, pour ne pas dire sidérée, par le ralliement de la CGT à l'Union sacrée à l'été 1914. Et elle va tenter, donc, à partir de 1915, d'établir, ou de rétablir plus exactement, le contact avec les socialistes, syndicalistes, parce qu'il n'y a pas tellement de différence syndicale ou politique, en tout cas dans les débuts de la montée des opposants pacifistes à cette Première Guerre mondiale. Elle tente donc
renouer le contact avec ceux qui sont encore présents, parce qu'une bonne partie sont effectivement mobilisés. Et c'est ainsi qu'elle lance d'ailleurs un appel aux institutrices et instituteurs au mois d'octobre 1914 dans l'école émancipée, qui est alors, non pas un appel pacifiste, mais en tout cas l'idée que malgré les circonstances, le syndicalisme, et en particulier le syndicalisme des instituteurs, doit tenir durant ce conflit en attendant des jours meilleurs, avec l'idée que ces jours meilleurs, ce soit la fin de la guerre et la plus rapide possible. C'est ainsi grâce à ce début de réseautage qu'on lui fait parvenir le 1er mai 1915 le numéro de l'Union des métaux, donc qui est par contre là la première publication, j'allais dire, publique et officielle d'une organisation de la CGT, à se prononcer officiellement contre l'union sacrée de la CGT et qu'elle va diffuser autour d'elle. Alors, soit en recopiant, enfin, il y a beaucoup de stratégies de multiplication qui sont, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, elle est un point central de la diffusion de toute la propagande pacifiste à partir de 1915. De même, grâce à ses liens familiaux, c'est-à-dire elle a une sœur qui est couturière à Chalon-sur-Saône, qui est syndiquée et qui elle-même est mariée avec un métallo qui est lui-même membre du syndicat des métallurgistes de Chalon. Elle parvient à créer un contact avec les métallos de Chalon-sur-Saône, puis du Creusot et de Mâcon en particulier, qui, je vous le rappelle, donc en 1915, sont la fédération la plus pacifiste et la plus remontée contre la direction confédérale. Et elle crée avec eux, en 1916, une première section locale du Comité d'action internationale, futur comité pour la reprise des relations internationales, et qui comptera près de 200 membres un an plus tard, en 1917, ce qui, à l'échelle d'un petit département comme la Saône-et-Loire, est tout à fait remarquable et marque bien une implantation des minoritaires, alors encore une fois, un syndicaliste comme socialiste, dans le département. Cette même année 1917, après 3 années d'anémie syndicale, l'agitation ouvrière reprend. Alors, ce n'est pas à mettre au seul compte de Marie Guillot, mais en particulier, les métallurgistes du Creusot, de Monceau et de Chalon refondent ou renforcent leurs syndicats. Et par exemple, à Chalon-sur-Saône, très rapidement, le syndicat compte plus de 1500 adhérents et sous la seule pression de la force du syndicat, obtiennent des augmentations de salaire en 1917 sans faire grève, juste en demandant une augmentation de salaire face à la force du syndicat et dans un contexte quand même tout à fait particulier qui est quand même celui d'une économie de guerre, obtiennent donc satisfaction. Toujours est-il que, associé à la révolution de février puis d'octobre 1947, 1917 est vraiment une année de renforcement, après 3 années quasiment de disparition, d'activité syndicale dans le département. Mais c'est surtout à partir donc de 1919 et la sortie de la guerre que les grandes grèves, en particulier du 1er mai pour la journée de 8 heures, va agiter le département, en particulier dans les mines et chez les verriers. Et de manière générale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les syndicats du département enregistrent de très fortes progressions en termes d'adhérents. Alors, selon les chiffres, les évaluations tournent entre 7 et 10 000 adhérents pour tous les syndicats de Saône-et-Loire, ce qui est très important. Toutefois, et face aux atermoiements de la direction confédérale, l'annulation en particulier de la grève générale prévue pour le 21 juillet 1919 va alimenter en quelque sorte l'opposition, après l'opposition durant la guerre, c'est-à-dire la conduite des grèves au lendemain de 1919, et va renforcer le camp minoritaire, avec en particulier les verriers chalonnais ou les mineurs de la Chapelle-Soudain qui rejoignent les minoritaires. Enfin, la dernière vague de grève, au début de l'année 1920, c'est la grande grève des cheminots, qui va paralyser le pays durant plusieurs semaines. Et là encore, le mouvement va être largement suivi, autant à Chalon, qui est l'un des principaux centres ferroviaires, mais également au Creusot ou à Montchanin, autre centre important. Mais là encore, face à une stratégie de grève tournante adoptée par la majorité confédérale,
Cette grève se solde donc par un échec et par le licenciement de près de 20 000 cheminots, qui va entraîner la décapitation de tous les syndicats du département, ce qui est vrai d'ailleurs pour la Saône-et-Loire, est vrai à l'échelle nationale. Hein, la fédération des cheminots va être décapitée. Et c'est ainsi, par exemple, dans le département, que le leader Armand Serge à Châlons est révoqué, que Joseph Duragnon à Chagny l'est également, et que là encore, l'échec de la grève associé à l'attitude de la CGT, pour le moins timorée sur ce mouvement, va renforcer l'opposition locale qui, désormais, à partir de la fin de l'année 1919, début 1920, s'organise au sein de comités syndicalistes révolutionnaires. Ces comités sont créés donc en septembre 1919 et ils sont destinés à structurer l'opposition au sein de la CGT pour tenter de renverser la direction compromise, selon eux en tout cas, durant la guerre. Avec Pierre Monat, Pierre Semard, Louis Lafosse et d'autres, Marie Guillot fait partie de ces militants qui organisent ce travail fractionnel, en quelque sorte. C'est même l'une des chevilles ouvrières. D'ailleurs, là, je pense qu'on pourrait mettre une image. Normalement, c'est la première. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc Marie Guillot est l'une des chevilles ouvrières de l'organisation des CSR. C'est elle qui rédige ses statuts et la déclaration des CSR d'août 1920 et qui crée, en tout cas dans le département, le premier CSR, celui des enseignants de Saône-et-Loire. C'est une inlassable propagandiste. Elle multiplie les réunions dans tout le département et parvient à créer 6 autres CSR dans les mois qui suivent, en 1920, à Saint-Léger-sur-Deûne, à Chalon-sur-Saône, à Autun, à Épinac, à Mont-Solémine, à Digoin, et qu'elle coordonne au sein d'un comité départemental dont elle devient très rapidement la secrétaire et la trésorière. Ainsi, quand s'ouvre le congrès de l'Union départementale à Chagny le 3 juillet 1921, la minorité est désormais structurée et le duel va donc opposer le secrétaire sortant, qui s'appelait Lucien Thomas, du syndicat des métaux du Creusot, et Marie Guillot, représentante des CSR. C'est la résolution minoritaire qui va l'emporter par 24 voix contre 9 et 3 abstentions et va donc faire basculer l'Union de Saône-et-Loire, l'UD de Saône-et-Loire plus exactement, dans le camp des minoritaires. Et Marie Guillot va en devenir donc la secrétaire générale et appointée comme permanente. À noter que c'est la première fois qu'une femme accède à un tel poste, en tout cas à ma connaissance. La deuxième, ça doit être Adrienne Monté-Duguay, mais en 1922. Et donc, Marie Guillot devient secrétaire de l'Union départementale de Saône-et-Loire à l'été 1921. Nous noterons d'ailleurs que sur le plan politique, la situation est comparable puisque les socialistes du département veulent eux aussi opter majoritairement pour la SFIC, ce qui confirme l'hypothèse de Jean-Louis Robert sur la proximité des bases départementales du courant révolutionnaire à la SFIO comme à la CGT. Reste maintenant à voir comment cette scission, parce que c'est bien de scission dont il s'agit, va s'effectuer sur le plan syndical dans le département. C'est donc dans un contexte de poussée des minoritaires, alors même que l'horizon révolutionnaire, lui, s'éloigne, que s'ouvre le 25 juillet 1921 le Congrès national de la CGT, où Marie Guillot intervient et y assiste en tant que nouvelle secrétaire de l'UD, et va donc logiquement voter contre le rapport d'activité et contre l'orientation syndicale. Mais en tant que minoritaire, elle doit s'incliner par 1572 voix contre 1325. C'est pour ça que quand je dis les minoritaires doivent s'incliner, il faut quand même reconnaître qu'à l'été 1921, il est quand même compliqué de parler de majorité et de minorité. Les camps sont extrêmement proches. Et c'est finalement lors du CCN du mois de septembre
que, j'allais dire, le dernier face-à-face va avoir lieu. Marie Guillot y intervient de nouveau pour défendre les CSR qui sont comment dire, menacés de dissolution par la majorité confédérale. Et malgré tout, leur interdiction est votée, couplée de sanctions, par 63 voix contre 56. Et c'est suite à l'exclusion des cheminots de la Fédération Sémar, hein, comme on les a appelés, que véritablement la scission va s'organiser, donc avec un appel qui va être lancé par plusieurs unions départementales, enfin 14 unions départementales, dont celle de Saône-et-Loire, et 10 fédérations pour appeler à un congrès d'unité. Ce congrès étant considéré comme illégal par la CA, il va malgré tout se tenir et va acter en quelque sorte la scission entre la CGTU et la CGT. Désormais, en ce début d'année 1922, les syndicats devront donc faire le choix entre rester à la vieille maison, entre guillemets, et choisir l'aventure unitaire. Donc, au lendemain de ce congrès de décembre 1921, les CSR de Saône-et-Loire s'attachent à entraîner les syndicats dans la CGTU. Et le premier congrès de l'Union départementale unitaire s'ouvre ainsi le 28 mai 1922. Il va réunir 33 syndicats sur les 56 que comptait le département et marque bien donc le passage majoritaire des syndicats vers la CGTU, de l'ordre de 2/3 des syndicats locaux. Marie Guillot est réélue en quelque sorte secrétaire et trésorière de cette nouvelle union départementale et mandatée pour participer au congrès constitutif de la CGTU en juin 1922 à Bourges, si. Non. Ah non, non, Bourges, c'est celui de 23, à Saint-Étienne, donc en juin 1922. Elle y intervient, entre autres, sur la question de l'adhésion à l'internationale syndicale rouge, qu'elle défend avec réserve, c'est la motion de Montmousseau. Elle intervient, je vais juste citer un petit extrait, hein, elle dit « Nous estimons que l'ISR est lutte de classe et nous voulons y aller parce que c'est notre place, et aussi parce que nous admirons la lutte des grands lutteurs russes. Mais nous voulons qu'à l'ISR, on nous rende la maison habitable. » C'est-à-dire, c'est une défense du rattachement à l'ISR, mais une dénonciation de la subordination, merci Michel, de l'internationale syndicale rouge par rapport à l'internationale communiste, ce qui, au niveau national, rendait le syndicat dépendant, en tout cas subordonné au Parti communiste. Toujours est-il que cette motion, la motion Montmousseau, est adoptée aux 2/3 des voix et que ce congrès de Saint-Étienne symbolise à la fois la défaite des anarchistes et la victoire donc des unitaires associés aux syndicalistes révolutionnaires que représente entre autres Marie Guillot. Et c'est grâce à cette alliance que Marie Guillot en devient, à l'issue du congrès, la secrétaire adjointe, trésorière. Et c'est là encore la première fois dans le mouvement confédéré en tout cas, puisqu'à la CFTC ça existait déjà, qu'une femme accède au bureau national. Elle va donc dès lors abandonner ses fonctions locales, laisser la direction de la toute jeune Union départementale de Saône-et-Loire à Émilien Lapertot, qui est un métallurgiste unitaire de Mâcon. Et c'est donc à cette histoire désormais de la nouvelle Union départementale unitaire que mon deuxième point va être consacré. J'ajoute que très rapidement, Marie Guillot va basculer dans l'opposition à partir de 1923 et qu'elle va finalement disparaître du paysage aussi bien national que local, où elle perd même la majorité du syndicat des instituteurs qu'elle avait fondé en 1925-26, où même là, elle perd la direction de son syndicat. Donc, les débuts, j'allais dire, prometteurs de l'Union départementale unitaire de Saône-et-Loire, 1922-1926. Excusez-moi. Dans cette deuxième partie, je vais d'abord m'intéresser à l'implantation locale des syndicats unitaires. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Union départementale unitaire compte 33 syndicats à sa fondation et 2 unions locales, celle de Chalon-sur-Saône et de Montceau-les-Mines. Et à sa création, elle compte 2700 adhérents.
ce qui fait de cette union locale une union locale moyenne, pour ne pas dire très moyenne, mais en tout cas, au moment de la scission, encore une fois, largement supérieure à ce qui reste d'adhérents à la CGT. L'union départementale repose sur 17 solides, comme aime à les appeler Marie-Guillaume. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a un slide. Donc là, c'est juste 2 de ces 17 solides que sont… non, là, trop vite. Non, c'est la quatrième. Non, mais la troisième. Voilà. Non, c'est bien, c'est celle-ci. Ouais. Celle-là, hein? Oui. Ah, d'accord. Bouge pas. Donc, ces fameux 17 solides, ce sont les 17 syndicats principaux sur les 33. Donc, parmi eux, il y a évidemment le syndicat de l'enseignement laïque de Saône-et-Loire, celui des mineurs de Saint-Léger-sur-Deûne et d'Épinac, celui de l'ameublement d'Autun, ceux des métaux et des verriers de Chalon-sur-Saône, des métaux de Monceau, des potiers et faïenciers de Digoin. Les autres bastions sont principalement les bastions cheminots du département qui composent à peu près 40% des effectifs de la jeune union départementale. On mesure ici le poids déterminant des grèves de 1920 ainsi que l'influence des CSR. Et pour vous donner un seul exemple, je reviens sur Armand Sergent, qui en est en quelque sorte la parfaite synthèse. C'est le leader révoqué du syndicat des cheminots de Chalon-sur-Saône, révoqué en 1920, qui fonde le CSR de Chalon-sur-Saône à l'été 1920 et qui deviendra pour un court moment le secrétaire unitaire de la Bourse du Travail de Chalon-sur-Saône. Les effectifs vont progresser régulièrement jusqu'en 1926, qui va être l'année où l'union départementale unitaire va atteindre son maximum en termes d'adhérents, puisque de 1922, donc 2700 adhérents, 1926, près de 4500 membres, 35 syndicats, 5 unions locales, c'est-à-dire 3 unions locales supplémentaires en 3 ans, et qui marque, alors là, cette fois, donc une progression tout à fait remarquable, donc des effectifs de la CGTU durant cette première période, avec des effectifs ensuite qui se stabilisent jusqu'en 1927-28. Après, ce sera une autre paire de manches, entre guillemets. Pour autant, si jusqu'en 1926, la CGTU domine le champ syndical du département, la CGT connaît, elle aussi, un premier redressement. Ouais. Donc là, j'ai rajouté la courbe de la CGT qui est en vert et on voit bien que si elle démarre de très bas, les courbes se recroisent même pendant une période et en tout cas, on voit une progression certaine également de la CGT durant cette première phase. La centrale ne parvient toutefois pas à s'implanter partout et je pense en particulier au principal centre industriel du département, qui est celui du Creusot. Il n'y a pas de syndicat unitaire en 1922. En 1924, la CGTU tente donc de reconstituer un syndicat. À cette fin, Edmond Ginestet, qui est un militant communiste d'Orléans, est envoyé sur place par le bureau politique du parti et se fait embaucher comme fraiseur aux usines Schneider. Une fois qu'il est installé à Schneider, il crée le syndicat unitaire dont il prend la tête à l'automne 1924. Mais à peine les statuts sont-ils déposés à la mairie du Creusot que Edmond Ginestet est renvoyé de l'usine et le syndicat, qui était déjà squelettique, disparaîtra après quelques années de pseudo-existence. Nous noterons d'ailleurs que l'échec unitaire n'est pas singulier, puisque en 1926, la CGT va également tenter de refonder un syndicat du Creusot et qui va avoir pour résultat exactement le même type de réaction patronale, tout aussi rapide et brutale, avec le renvoi de François Mercier, qui en était le secrétaire. Enfin, les tentatives chrétiennes de 1921 et 1926, menées par Henri Loiseau et Édouard Morin, n'eurent pas plus de succès. Enfin, et pour terminer, en 1931, le licenciement de 174 ouvriers soupçonnés de sympathie pour la gauche
suite à l'élection de 2 conseillers municipaux à la mairie du Creusot, finira de dissuader les derniers motivés par l'expérience syndicale au Creusot. Chez les mineurs, puisque vous avez remarqué, je ne vous ai toujours pas cité les mineurs de Montceau-les-Mines, la situation est quelque peu différente. C'est-à-dire qu'au moment de la scission en 1922, le syndicat, après moult péripéties, reste à la CGT. Et la CGTU est obligée de créer un syndicat avec quelques mineurs qui décident donc de tenter l'aventure unitaire. Après des débuts très difficiles et une organisation de type squelettique, le syndicat unitaire va parvenir à se développer et à atteindre le chiffre de 497 adhérents selon la police en 1926, ce qui, là aussi, constitue l'apogée pour le syndicat unitaire, égalant par là même quasiment son rival confédéré et remportant d'ailleurs une majorité de suffrages aux élections des délégués mineurs de 1926. Ainsi, après 4 années d'existence, les principaux bastions unitaires du département reposent donc toujours principalement sur les cheminots, ça c'est une constante et qui durera durant tout l'entre-deux-guerres. Désormais chez les mineurs en 1926, grâce au développement du syndicat unitaire de Monceau, plus celui d'Épinac-les-Mines et de Saint-Léger-sur-Deûne, ainsi donc que sur les syndicats métallurgistes de Châlons, Monceau, Mâcon, mais définitivement pas le Creusot. Alors, comment expliquer cette croissance unitaire qui va se maintenir jusqu'en 1927-1928 ? Tout d'abord, la CGTU axe durant toute cette période ses campagnes d'agitation sur des mots d'ordre de type revendicatif, que sont principalement le respect de la loi des 8 heures, de la journée de 8 heures, hein, évidemment, ainsi que l'échelle mobile. L'ordre du jour du congrès de 1923 en donne une parfaite synthèse, je vous le lis, hein, c'est très court. Appelé à déterminer sa position sur les revendications immédiates, le congrès de l'Union départementale unitaire de Saône-et-Loire s'affirme en faveur d'une propagande et d'une action constante pour l'application intégrale de la journée de 8 heures, sans dérogation ni récupération, avec bénéfice de la semaine anglaise de 44 heures au profit des ouvrières et des jeunes gens. Il préconise le relèvement général des salaires légitimé par l'incessant accroissement du coût de la vie et charge l'Union départementale de poursuivre inlassablement la propagande et l'action en vue de l'aboutissement de ce programme qui intéresse au premier chef les travailleurs des 2 sexes et de toutes les corporations. Donc, ce sont des mots d'ordre qui vont être maintenus jusqu'en 1926, qui vont s'accompagner parfois de grèves, principalement en faveur des salaires. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a la grève des typographes de Louhans en 1923 qui va être soutenue par les syndicats unitaires, celle des verriers de Châlons en 1923 et 1928, celle d'Épinac, des mineurs d'Épinac en 1924, des métallurgistes de Mâcon en 1924, de Monceau en 1926. Enfin bref, on a une vague de grèves principalement sur des questions salariales qui sont soutenues donc par les syndicats unitaires et qui expliquent eh bien, j'allais dire, le succès de la CGTU dans le département. On a donc à la fois, j'allais dire, un intérêt porté aux revendications immédiates, un syndicalisme de type combatif aussi, qui peut expliquer la position dominante de la CGTU dans le département, mais il faudrait, à mon avis également, ajouter l'essor de ce qu'on pourra appeler le communisme local, puisque durant cette même période, le Parti communiste se développe et les deux paraissent en réalité complémentaires. Je vais vous donner juste un exemple. Je pourrais en citer d'autres, mais je vais prendre l'exemple de Montceau-les-Mines. Donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'en 1924, le syndicat unitaire des mineurs de Monceau reste squelettique. C'est à partir de 1924 et jusqu'à 1926 qu'il va se développer. En 1924, lors des élections législatives, le Bloc ouvrier et paysan, donc c'était les listes menées par le Parti communiste, récolte à Montceau-les-Mines moins de 0,5% des voix. C'est-à-dire, voilà, rien. En 1928, nouvelles élections législatives. Le syndicat, depuis 1926, a quasiment 500 adhérents, même s'il en perd un peu en 27-28, il reste relativement important, surtout vu les débuts un peu catastrophiques du syndicat. Et donc, en 1928, la liste à Monceau va atteindre, en fonction des arrondissements, pas des arrondissements,
Non, c'est la circonscription de Monceau, et à l'intérieur d'une circonscription. Oui, les cantons. En fonction des cantons, entre 14 et 26 des voix, soit la proportion la plus haute du département. Il paraît donc indéniable qu'une corrélation existe, donc une sorte de complémentarité entre l'essor unitaire et l'essor du Parti communiste dans le département, sans qu'il soit d'ailleurs tout à fait possible de dire qui du syndicat ou du parti permet le développement de l'autre. Toujours est-il qu'une dynamique favorable à ce qu'on pourrait appeler la galaxie communiste semble à l'œuvre dans le département durant cette première période et participe à ce qu'on pourrait appeler une forme de culture unitaire qu'une approche d'ailleurs prosopographique permet de confirmer. Sur les 140 militants que j'ai pu identifier sur la période de l'entre-deux-guerres, donc militants unitaires, 80 sont adhérents au Parti communiste, soit 57%, et un seul à la SFIO, ce qui marque une nette domination du Parti communiste parmi les syndicats unitaires, mais qui montre également que plus de 40% d'entre eux ne sont pas membres du Parti communiste, ce qui prouve que la place est aussi laissée aux compagnons de route ou sympathisants, mais qu'il n'y a pas que des communistes dans les syndicats unitaires. Si l'on resserre un peu la focale sur les responsables des unions départementales et d'unions locales, là, la proportion de communistes augmente et passe à 72%, 21 sur 29, mais retombe à 48% pour les responsables de syndicats. C'est-à-dire qu'au niveau des syndicats, les responsables syndicaux sont majoritairement non communistes, à peu de choses près, mais la majorité ne sont pas communistes. Ainsi, si dans le cadre de la politique syndicale du parti, la présence communiste est incontestable et qu'elle se renforce même au niveau des unions, elle laisse bien une large place aux non-communistes et aux sympathisants. D'ailleurs, quand la ligne syndicale se durcira, au moment de classe contre classe, eh bien, la grande majorité des adhérents préférera se retirer. Et d'ailleurs, à ce moment-là, au moment de la ligne classe contre classe, c'est environ 90% des responsables syndicaux qui seront désormais adhérents au Parti communiste, les autres ayant finalement disparu, estimant, pour reprendre les mots du commissaire de police du Creusot, estimant excessive la tendance soviétique de leurs dirigeants. Toujours est-il que malgré cette prédominance du parti qui s'accentuera par la suite, jusqu'en 1926, il y a donc une forme de cohabitation intelligente entre communistes et sympathisants ou compagnons de route dans le syndicalisme unitaire et que chacun y trouve sa place sans qu'il y ait véritablement de prédominance communiste dans les syndicats. Ce qui peut expliquer, encore une fois, ce bon développement et cette émergence d'une forme de culture unitaire. Les choses vont commencer à changer avec le renforcement du poids, ou en tout cas de l'emprise du Parti communiste sur la CGTU, en particulier avec la bolchevisation du syndicat, qui va voir se restructurer la centrale unitaire sur le modèle du Parti communiste. Et c'est donc le nouveau point, le passage à la 6e Union régionale unitaire. La restructuration de la CGTU est orchestrée directement par l'Internationale syndicale rouge, qui veut, en quelque sorte, dans un souci de centralisme, réduire à la fois le nombre des structures territoriales et le nombre de structures professionnelles. C'est ainsi qu'on passe de 37 à 23 fédérations par regroupement et de 80 unions locales au profit de 28 unions régionales, et qui va donc toucher la Saône-et-Loire dans le cadre de cette restructuration, qui, à partir donc de 1926, l'union départementale disparaît et la Saône-et-Loire se voit rattachée à la 6e union régionale, qui est donc l'union régionale lyonnaise, avec l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Saône, quelques arrondissements de la Vienne et de l'Isère. Cette union régionale est très étendue, elle compte une vingtaine d'unions locales qui deviennent désormais les liens, j'allais dire, privilégiés entre les syndicats et l'union régionale. Et le congrès constitutif se tient le 13 juin 1926 avec à la tête de son bureau
Désiré Revol, qui est lyonnais. Et d'ailleurs, la quasi-totalité du bureau est lyonnais, en dehors de Maurice Chauvet des cheminots de Saint-Étienne et de Émilien Lapertot, qui était donc l'ancien secrétaire de l'Union départementale unitaire de Saône-et-Loire. La commission exécutive, elle, est composée de 13 membres, exclusivement lyonnais, ce qui nous permet de remarquer, j'allais dire dès le départ, qu'aussi bien en termes de représentation qu'en termes de situation géographique, la Saône-et-Loire se trouve un peu à la marge de cette union régionale, puisque c'est le département le plus au nord de cette union régionale et que les deux principaux pôles de cette union demeurent Lyon et Saint-Étienne. Pourtant, la disparition de l'union de Saône-et-Loire ne semble pas, en tout cas au début, porter véritablement préjudice aux syndicats bourguignons, puisque à ses débuts, l'union régionale maintient une orientation revendicative très marquée, avec un mot d'ordre, du travail ou du pain, c'est l'un de ses slogans. Elle axe également ses campagnes sur les salaires, les congés payés, la semaine de 40 heures, la mise en place des délégués à l'hygiène et à la sécurité, d'où parfait, synchronisation. Donc, alors, ce n'est pas une affiche spécifique de la sixième union régionale, mais c'est une affiche donc, de la CGTU de la période sur les accidents du travail, mais j'ai de très nombreuses traces des rapports de la sixième union régionale qui parlent justement de cette question des délégués à l'hygiène et à la sécurité. De plus, la sixième union tente de maintenir le plus possible le contact avec le département en multipliant en 1927 les réunions et tournées de propagande en Saône-et-Loire. Enfin, dans l'élan du congrès de Bordeaux de 1927, prônant le développement d'un syndicalisme à base multiple, elle met en place une antenne locale de la Caisse nationale de solidarité syndicale ouvrière, la CNSSO, et qui marque bien, entre guillemets, une intégration donc, des syndicats de Saône-et-Loire dans cette nouvelle union régionale. D'ailleurs, jusqu'en 1927-1928, la sixième union régionale ainsi que les syndicats du département semblent plutôt bien se porter. L'union régionale revendique en 1927 l'adhésion de 12 nouveaux syndicats, dont 4 pour la Saône-et-Loire, et maintient, malgré une légère baisse, des prises de timbres autour de 21 000 timbres en 1928 pour la Saône-et-Loire. Alors, vous allez me dire, 21 000 timbres, ça, si on divise par 10, ça nous fait plus que 2100 membres. La réalité, c'est que c'est très compliqué de savoir à partir du nombre de timbres combien on a d'adhérents. Déjà parce qu'en fonction des années, soit on a le nombre de cartes, soit on a le nombre de timbres. Mais on a rarement les deux. Il y a juste pour les débuts de l'année où j'ai réussi à avoir à la fois le nombre de timbres placés et le nombre de cartes. Et là, quand on fait le ratio, on s'aperçoit qu'on est plutôt entre 6 et 7 timbres à l'année qu'à 10 pour un syndiqué régulier. Dès lors, si on prend 6 ou 7, 21 000, on tournerait autour de 3 000 adhérents, ce qui marque une baisse par rapport à 1926, clairement, mais des effectifs qui restent supérieurs aux à peine 2500 du moment de la scission. Le seul véritable point noir demeure l'organisation dans le département d'une catégorie d'ouvriers très importante que sont les travailleurs agricoles, où là, la CGTU, clairement, ne parvient pas à les organiser, de même qu'elle a beaucoup de mal à organiser les ouvrières. Par exemple, dans le textile chalonnais ou montselbien, c'est très compliqué. Parmi mon corpus de 140 militants, je n'ai trouvé que 8 femmes, dont 6 institutrices, une cheminote et une ouvrière du textile. On voit bien que là, la syndicalisation des travailleuses demeure un point noir dans le travail syndical de la CGTU. Toujours est-il qu'après cette période de relative stabilité, la nouvelle ligne classe contre classe adoptée en 1928 va mettre un terme à ce développement de la CGTU dans le département et va bientôt engendrer des crises, aussi bien au Parti communiste qu'à la CGTU. C'est donc en septembre 1929, lors de son 5e congrès,
que la CGTU, sous pression de l'ISR et de l'IC, va finalement reconnaître le rôle supérieur du parti sur le syndicat et affirmer sa subordination définitive, reconnaissant encore une fois le rôle prédominant du parti sur le syndicat. Désormais inféodé au parti, la politisation de la CGTU va s'accentuer en privilégiant finalement la dimension révolutionnaire de la lutte syndicale à l'activité revendicative quotidienne. Cette radicalité s'illustre en particulier avec la participation de la CGTU aux côtés du Parti communiste à la première journée internationale contre, je cite, les menées impérialistes et la préparation à la guerre contre l'URSS le 1er août 1929. Ah ben c'est super, on a tout ce qu'il nous faut. On a ici, d'ailleurs, à gauche, un tract national et à droite, le tract de l'Union locale unitaire de Chalon-sur-Saône, appelant justement à cette journée de mobilisation contre la guerre impérialiste. Pardon? Les tracts étaient déjà très longs. Alors, dans le département, soyons clairs, cette grève est un échec. En dehors du bâtiment chalonnais où on compte 70% de chômeurs et aux mines des schistes bitumeux des Télos, l'échec est total partout. On compte moins d'1% de grévistes à Monceau, 14 grévistes à Autun et aucun chômage ailleurs. Malgré le revers de cette première journée, la manifestation sera reconduite les années suivantes sans plus de succès et la relégation de la dimension revendicative au profit de la politique va peu à peu, et même assez rapidement en réalité, éloigner les ouvriers des syndicats unitaires du département. Face à cette situation, l'Union régionale va d'ailleurs tenter de réagir en 1930 en organisant une conférence spécifique pour tous les syndicats unitaires de Saône-et-Loire afin de clarifier les orientations décidées, et je cite, avec le Parti communiste. Ainsi, aux premières critiques internes, l'Union régionale va dénoncer l'action contre-révolutionnaire des syndicats locaux, manipulés par la minorité, et expliquer que finalement, l'échec n'est pas dû à la justesse des mots d'ordre, enfin, ou à l'injustesse des mots d'ordre en l'occurrence, mais à la mauvaise organisation des syndicats eux-mêmes et à leur mauvaise volonté. Toujours est-il que cette ligne classe contre classe va très vite donc marquer ses résultats en termes d'effectifs, puisque ces différentes postures vont éloigner les militants de la CGTU et la CGTU va voir ses effectifs s'effondrer pour tomber à 200 000 adhérents à partir de 1931-1932. D'ailleurs, pour la seule année 1930-1931, la CGTU admet officiellement la perte de plus de 40 000 adhérents, ce qui est énorme, et quand pour la même période, la 6e union régionale reconnaît quant à elle une baisse de 45% de ses effectifs, donc entre 1930 et 1931, passant de… alors là, nous sommes en… je ne sais plus, alors là, si c'est des timbres ou des adhérents, je pense plutôt qu'on est en adhérents, passant donc de 29 000 adhérents en 1929 à 15 500 adhérents en 1931. En timbre, alors plutôt en timbre. Sur l'URU. Non, mais oui, non, non, sur l'URU, oui, non, c'est bien en effectif. Donc voilà, l'Union régionale perd 45% de ses effectifs. Oui, et c'est donc bien les adhérents, puisque au niveau de la Saône-et-Loire, les quelques indications recueillies confirment cet effondrement dans le département, puisque de 500 adhérents en 1926, le syndicat unitaire des mineurs de Monceau tombe à une cinquantaine en 1931. L'Union de Montchanin perd un quart de ses effectifs entre 1929 et 1931. Celle de Digoin-Paray disparaît purement et simplement en 1932, faute de syndiqués. Ce à quoi s'ajoutent en plus des problèmes de liaison entre le département et l'UR, qui, à partir de 1930, ne payent plus les ristournes aux différentes unions locales et mettant ainsi en grave difficulté financière les structures locales du département. Ainsi, au 7e congrès de l'UR, en novembre 1932, sur les 20 unions locales que compte l'Union régionale, seules 5 unions locales sont représentées au congrès. Cette situation entraîne des crises et des oppositions. Dès 1928, le secrétaire général de l'Union
donc Désiré Revol démissionne, officiellement pour raison de santé, en réalité pour désaccord avec la ligne de la CGTU. Un an plus tard, en 1929, Pierre Arnaud, leader des mineurs de la Loire, entre à son tour en dissidence. Cette même année 1929, mais cette fois au mois de décembre, c'est le syndicat de l'enseignement de Saône-et-Loire qui rentre en dissidence avec Jean Aulas à sa tête, et qui d'ailleurs va représenter officiellement au congrès de 1931 avec Revol la tendance de l'opposition unitaire. En tout cas, c'est tel que représentant de cette tendance que la Vie ouvrière les désigne, donc je parle de Aulas et de Revol, comme les représentants de cette tendance. Mais les attaques ne viennent pas seulement de dissidents ou d'oppositionnels, puisque en interne, des griefs s'expriment également. En Saône-et-Loire, donc, vous l'avez compris, la situation de la CGTU est catastrophique, mais celle du Parti communiste l'est également. Et elle va d'ailleurs entraîner une réaction des deux secrétaires de rayon de Châlons et de Montchanin, donc celle de Victor Ponceau, qui est secrétaire de la Bourse du Travail de Châlons et secrétaire du rayon, et Théodore Viel, lui-même cheminot unitaire. Ces deux secrétaires vont organiser en décembre 1931 une conférence interrayon pour demander le détachement du département de la région politique du Parti communiste, puisque le syndicat était organisé en union régionale et le Parti communiste en région qui avait supplanté les anciennes fédérations. Face à cette organisation face à l'organisation de cette conférence interrayon, demandant donc la séparation de la Saône-et-Loire de la région, estimant, je cite, que la région lyonnaise aura bien assez à s'occuper de Lyon, cette initiative vaut à leurs deux organisateurs une attaque en règle du comité central, avec entre autres la publication d'un article dans l'Humanité intitulé « Écrasons les renégats trotskistes », dont vous avez ici un extrait. Alors même que Théodore Viel et Victor Ponceau ne sont pas des trotskistes. Cette réaction entraîne la démission immédiate de Théodore Viel et un profond mécontentement qui illustre de très nombreuses protestations des cellules locales. Donc, je vous ai mis aussi quelques extraits. Je n'en citerai qu'une, celle de Marcel Messot, membre du bureau du rayon de Montchanin et secrétaire de l'Union locale unitaire de Montceau-les-Mines, qui l'envoie à Maurice Thorez, lui-même, où il lui rappelle ironiquement son article « Les bouches s'ouvrent », qui était censé être une période d'ouverture à l'intérieur du Parti communiste, et lui rappelant donc le soi-disant tournant opéré par le parti. Victor Ponceau parle, lui, carrément d'une fumisterie, et il enchaîne, et je ne peux pas ne pas... C'était un plaisir de lire cet extrait de la lettre qu'il envoie donc à Maurice Thorez, secrétaire du Parti communiste. Voilà ce qu'écrit le responsable de l'Union locale unitaire à Maurice Thorez. Mais il faudra bien descendre de vos nuages et vous demander comment nous les organiserons, ces luttes, et avec quoi. Organiser la lutte des ouvriers du Creusot, avec rien au parti, aucun syndicat. Organiser la lutte des mineurs de Monceau, où sur 10 000 ouvriers, nous avons un syndicat d'à peine 100 membres et environ 40 camarades mineurs au parti, dont 20 étrangers. Organiser la lutte dans les Tuileries, où nous n'avons rien. Organiser la lutte dans la métallurgie, où nous n'avons presque rien. Voici les conseils que vous n'arrêtez pas de nous ressasser. Donc, on a là une véritable diatribe contre le Parti communiste, et il faudra finalement l'envoi sur place en février 1932 d'un certain et jeune Waldeck-Rochet, nouveau responsable de la région lyonnaise du Parti communiste, mais également originaire du département, puisqu'il était de la Bresse-Louhannaise, pour résoudre la crise et accorder la création d'une région Saône-et-Loire pour le Parti communiste, et actant en quelque sorte l'idée qu'il faudrait faire la même chose pour le syndicat. Et d'ailleurs, la fédération, la région de Saône-et-Loire plus exactement, sera l'une des premières fondées par le parti à l'échelle départementale en 1933, en février 1933. La conférence donc constitutive de la région politique de Saône-et-Loire s'accompagne d'une remise en cause de l'activité de l'Union régionale unitaire lyonnaise, c'est-à-dire de l'Union syndicale, et
cette nouvelle fédération, en quelque sorte, demande également, officiellement donc, la création d'une union régionale syndicale de Saône-et-Loire. Nous ignorons la date exacte de cette recréation d'une union régionale de Saône-et-Loire, mais pour tout dire, d'une union départementale, puisque les sources demeurent contradictoires. En tout cas, elles semblent se situer entre la fin de l'année 1933 et le début de l'année 1934, malgré l'opposition de l'union régionale lyonnaise. Toujours est-il que la nouvelle union départementale de Saône-et-Loire est recréée finalement sur les mêmes limites que celle de 1926 et que son siège est désormais fixé à Montchanin. La seule différence, c'est qu'en 1926, l'union départementale comptait un peu plus de 4500 membres et qu'en fin 33 ou tout début 34, elle n'en compte plus que 1300, dont la moitié de cheminots. Alors, malgré sa faiblesse organique, l'autonomie retrouvée de la CGTU en Saône-et-Loire va lui permettre d'opérer un double tournant, tout d'abord en termes de pratique et également en termes d'orientation. Tout d'abord, s'appuyant sur le mouvement des chômeurs qu'elle avait organisé depuis la fin de l'année 1931, les syndicats unitaires vont mettre en place des caisses de solidarité à la fois pour leurs syndiqués, mais également pour leurs adhérents qui tombent au chômage. C'est ainsi, par exemple, que les syndicats du bois et de l'ameublement d'Autun, ou encore que celles des mineurs de Monceau, parviennent à monter ce type de caisse. De même, alors qu'à l'échelle nationale, la CGT refuse d'organiser les chômeurs, au niveau local, la CGTU parvient à entraîner les syndicalistes de la CGT, comme au comité des chômeurs de Mâcon, qui effectivement, créé sous l'impulsion des unitaires, admet malgré tout dans ses rangs des syndiqués de la CGT. Mais cette initiative n'est en réalité que la première d'une longue liste, d'une longue série en tout cas, en contradiction justement avec la ligne contre-classe qui tendait à reléguer les unitaires, enfin, les confédérés comme les socialistes, au rang des traîtres et donc des adversaires. Ainsi, à Mâcon, les syndicats unitaires et confédérés de la métallurgie vont mettre en place un comité de lutte contre le chômage et contre la baisse des salaires à la fin de l'année 1931. En 1932, lors du 1er mai, à Montceau-les-Mines, un seul cortège se forme et ces débuts d'unité d'action en Saône-et-Loire se confirment dès le mois de novembre avec la création d'un comité de défense du personnel enseignant, là encore initié par le syndicat unitaire, mais qui va regrouper à la fois le syndicat unitaire, le syndicat national des instituteurs de la CGT, ainsi que les autonomes. Le 1er mai suivant à Monceau, donc en 1933, là encore, nouveau cortège unique, et à Châlons également, cortège unique, où ce cortège est d'ailleurs doublé d'un comité intersyndical, CGTU, CGT et autonome, pour, au-delà de la seule manifestation du 1er mai, travailler ensemble pour la semaine de 40 heures, la mise en place de l'assurance chômage, l'unité syndicale, les salaires et contre le fascisme et la guerre. Vous avez ici le tract justement de ce comité intersyndical de 1933 à Châlons. Et cette entente syndicale, d'ailleurs, se retrouve accompagnée d'une entente de même type au niveau politique entre le Parti communiste et la SFIO de Saône-et-Loire, puisque le 20 juin 1933, socialistes et communistes montcelliens s'accordent sur un plan d'action pour une lutte commune contre le fascisme et la guerre et l'unité ouvrière. Ainsi, si la première expérience de front unique à Mâcon avait été taxée, je cite, d'opportuniste par la direction, en 1933, elle présage désormais le grand tournant unitaire de 1934. Si bien qu'au lendemain de la manifestation du 6 février des ligues d'extrême droite, en Saône-et-Loire, la réaction antifasciste va s'organiser de manière beaucoup plus unitaire, en tout cas qu'à Paris, ça c'est certain, puisque dès le 9 février, les unitaires du département vont se rendre à l'union départementale de la CGT pour tenter d'organiser donc une réaction unitaire en vue de la grande grève du 12 février.
L'ordre du jour une réunion est donc organisée le 10 février. Un ordre du jour est adopté visant à la riposte au groupe fasciste par la grève générale et l'unité d'action est donc immédiatement décidée avec un tract qui est rédigé dans la nuit et distribué dès le lendemain. Au total, dans le département, l'unité d'action pour la grève du 12 février 1934 va réunir à la fois les syndicats confédérés, unitaires et autonomes, mais également le Parti communiste, la jeunesse communiste, la SFIO, la jeunesse socialiste, l'ARAC, la Ligue des droits de l'homme, la Jeune République et la Libre Pensée. Ce cas de figure n'est pas unique. Dans de nombreux départements provinciaux, la préparation de la grève du 12 février s'est effectuée de manière unitaire, mais en Saône-et-Loire, cette unité semble avoir en tout cas été facilitée par le rapprochement opéré depuis 2 ans sur le plan local. Cette grève est d'ailleurs une grande réussite. Ce sont près de 9000 personnes qui vont manifester à travers tout le département et un quart des ouvriers environ va être en grève en ce jour du 12 février 1934. L'unité antifasciste a été en quelque sorte le moteur de cette réussite et le front commun réalisé dans la rue va soulever un espoir chez les ouvriers. Dès lors, on va assister à ce qu'on appelait le printemps des comités antifascistes, qui, loin de Paris, vont connaître des dynamiques de rapprochement entre syndicats, partis politiques et associations. Pour le seul département de la Saône-et-Loire, on va compter 7 comités antifascistes dès le mois de mars à Mâcon, Monceau, Épinac-les-Mines, Chagny, Buxy, Autun ou encore Chalon-sur-Saône. Et si la CGTU encourage évidemment ces initiatives, la CGT, elle, les freine, au niveau national en tout cas, puisqu'elle ne veut pas être entraînée dans une démarche unitaire qu'elle ne contrôlerait pas. C'est ainsi que le 20 février 1934, Léon Jouot rappelle lors du CCN, je le cite, « Après la journée du 12 février, je tiens à vous dire que nous sommes décidés à demander au Comité national de renforcer les résolutions du Congrès de Japy et du Congrès de la Salle de la Mutualité sur l'unité, mais pas plus aujourd'hui qu'hier, nous n'accepterons la formule de front unique. Seule l'unité compte à nos yeux. Le 12 février, les ouvriers côte à côte ont lutté. C'est la meilleure démonstration que l'unité peut être réalisée. » Mais pour Léon Jouot, l'unité ne peut se comprendre que par l'unité organique et en aucun cas par l'unité d'action. Pourtant, à partir de 1934-1935, quelques voix discordantes vont se faire entendre. En l'occurrence, le secrétaire de l'Union départementale CGT de Saône-et-Loire, Antoine Joly, qui se dit lors d'un CCN tout à fait favorable au front unique, puisque, encore une fois, dans le département, ça fait déjà quasiment 3 ans que ces formes d'action commune ont été initiées. Il n'est pas le seul, d'autres transgressent la ligne officielle dans les Alpes-Maritimes, dans l'Isère, la Seine ou la Seine-et-Oise, même si, jusqu'en 1935, en tout cas, le front unique demeurera en quelque sorte l'exception qui confirme la règle. Il n'empêche que ces différentes manifestations, soit manifestations de type grève ou de début d'organisation commune, tous ces rapprochements vont en appeler d'autres, et en particulier la question des syndicats uniques. Et j'en terminerai là-dessus avant d'entamer la réunification en marche. En mars 1934, la CGTU va donc appeler à l'organisation de syndicats uniques pour tenter, entre guillemets, de contrecarrer un processus unitaire voulu par la CGT qui est bien celui de l'unité organique, mais selon ses propres règles. C'est d'abord chez les cheminots que les syndicats uniques vont se constituer et à la fin de l'année 1934, on compte d'ailleurs un peu plus de 500 syndicats uniques, dont 400 chez les seuls cheminots, qui sont de fait à la pointe du mouvement. En Saône-et-Loire, le premier syndicat unique est d'ailleurs, là encore, un syndicat de cheminots, celui des cheminots de Châlons, qui est créé en juillet 1934. À Mâcon, la fusion a lieu au mois d'août, à Paray-le-Monial au mois d'octobre, si bien finalement qu'à la fin de l'année 1934, la totalité des syndicats de cheminots du département sont désormais des syndicats uniques, et ce qui est d'ailleurs vrai pour l'équivalent des 3/4 des réseaux ferroviaires du territoire.
chez les métallurgistes de Mâcon et de Monceau. Des pourparlers sont entamés à l'automne 1934, si bien que cet élan unitaire dans les syndicats uniques, associé à l'unité politique qui se réalise au mois de juin entre le Parti communiste et le Parti socialiste, vont finalement, j'allais presque dire, obliger la CGT à accepter l'idée d'un congrès de fusion entre la CGT et la CGTU et à accepter les premières négociations à partir du mois d'octobre 1934. Pour revenir à la Saône-et-Loire, l'élan unitaire antifasciste, associé au retour de la défense des revendications immédiates, vont permettre à l'Union départementale unitaire de voir ses chiffres remonter quelque peu en 1934. Selon les estimations, elle remonterait entre 1500 et 2000 au grand maximum, le nombre de ses adhérents. Ce redressement, somme toute mesuré, s'illustre en tout cas en mars 1935, lors des élections des délégués mineurs de Monceau-les-Mines, alors que le syndicat, nous l'avons vu, est beaucoup moins puissant désormais que son homologue confédéré, les unitaires vont remporter pas moins de 3 postes sur les 6 qui sont ouverts aux élections et montrent bien qu'au-delà de la faiblesse de son organisation et du nombre de ses adhérents, l'audience de la CGTU est réelle, à la fois dans le département et en particulier dans le fief de Monceau. Un autre signe de ce renouveau de la CGTU dans le département, sur les 17 responsables syndicaux en fonction durant cette dernière période 1934-1935, désormais, on recompte, si l'on peut dire, plus d'un tiers de non-communistes, ce qui montre bien qu'on a un retour, en tout cas, des adhérents qui ne sont pas forcément communistes dans les syndicats, et qui montre en tout cas une volonté de réouverture, en quelque sorte, rompant avec le sectarisme de la période précédente. Toujours est-il qu'à partir de l'été 1939, avec la constitution du Rassemblement populaire, l'avancée des discussions entre la CGT et la CGTU, eh bien, les fusions vont commencer à se mettre en place à partir de l'été 1935. Le congrès de fusion de l'Union départementale, lui, a lieu le 12 janvier 1936. Il va se réaliser donc 3 mois avant le congrès confédéral de Toulouse. L'Union départementale de Saône-et-Loire passe aux mains des ex-confédérés, avec seulement 2 unitaires à son bureau, contre 8 pour les autres, enfin sur les 8 que compte la direction. Cette nouvelle union départementale réunifiée a son siège à Monceau et va compter à peu près 5000 adhérents donc en ce mois de janvier 1936, je vais y arriver, pour 48 syndicats. Alors après les grèves du printemps, ce chiffre de 5000 va être multiplié par 7 pour atteindre 35 000 adhérents à l'été 1936. Et les anciens unitaires reprendront la tête de l'UD dès l'année 1937, mais c'est là une autre histoire. À l'heure des conclusions, l'étude de la CGTU à l'échelle d'un département comme la Saône-et-Loire nous permet donc de mettre à mal une vision trop monolithique du syndicalisme unitaire, la pluralité des engagements qui peuvent cohabiter à l'intérieur du syndicat en est une première démonstration. Localement comme professionnellement, ce type d'étude peut révéler aussi l'existence de pratiques dissidentes, soit éphémères ou plus pérennes, où le pragmatisme militant, finalement, tend à s'opposer à une certaine orthodoxie idéologique. Dans le département, ce sont principalement sur la structuration et les modalités d'action que les syndicats unitaires vont marquer une différence puis une opposition à partir des années 1930. Le sentiment d'échec et d'abandon de la 6e union régionale crée en quelque sorte au sein de la communauté unitaire un sentiment d'appartenance qui va forger cette culture unitaire avec des pratiques beaucoup plus conformes aux attentes du terrain et aux aspirations. La crise ouverte de 1931-1932, commune avec le Parti communiste, en constitue le paroxysme. Et les velléités autonomistes vont donc finalement être entendues et permettre un élargissement d'une unité d'action bientôt reprise à l'échelle nationale. Le jeu d'échelle permet donc ici de mettre en lumière des chronologies différenciées et de participer à l'élaboration
d'une histoire plurielle, plus complexe de la CGTU, histoire qui reste évidemment encore à écrire. Je vous remercie. Eh bien, merci, Morgan. Bien, donc, la discussion est ouverte. J'ai des questions, mais je les poserai ultérieurement. Sauf si... Alors, en ligne aussi, hein, il est possible pour ceux qui sont en ligne de lever la main, prendre la parole. Bon, alors, j'ouvre le feu. La précédente séance, avec Stéphane Siro, avait beaucoup insisté sur les continuités qu'il y avait entre les syndicalistes CGT d'avant-guerre du bâtiment et les unitaires d'après la scission. Et ceci sur une longue période. Alors, dans le cas de la Saône-et-Loire, qu'est-ce qu'on sait du parcours, de l'itinéraire des 140 militants que tu as repérés, sachant que, je suppose, tes 140 militants, c'est sur toute la période d'existence. C'est sur toute la période, oui. Voilà. Donc, ce qui amène une deuxième question. On voit qu'il y a une montée jusqu'en 26, puis un plateau et après, c'est se casse la figure. Donc, il est possible qu'à ce moment-là, il y ait des renouvellements par défaut, parce qu'il y a toute une partie de militants qui s'en vont, et puis parce que peut-être il y en a qui adhèrent à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces continuités du point de vue biographique, et puis aussi des continuités pratiques, militantes, ce que tu relève dans ce que tu appelles le pragmatisme syndical. Voilà, donc ça c'est une première série de questions. Je réponds tout de suite à... Alors, pour ce qui est des continuités militantes, c'est toujours très compliqué parce que, y compris dans le métron, on peut avoir des indications, mais la plupart des indications sont très limitées dans le temps. On a, en dehors de certains militants très connus et qui ont du coup une biographie vraiment complète, pour grand nombre d'entre eux, il est compliqué d'avoir effectivement, sur l'ensemble de la période, de connaître leur parcours et les accidents de parcours, parce que ça peut exister aussi. Donc, sur la question des continuités militantes, j'ai quelques exemples, mais je ne sais pas si je peux en tirer des conclusions générales. C'est-à-dire, il semble quand même qu'il y ait eu, en tout cas, au moins 2 générations militantes sur la période. C'est-à-dire la première génération militante qui va en gros de la fondation de 1922 à 1926, pour faire vite, avec les historiques, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant à la CGT, comme par exemple, j'ai pas vu encore celle de Stéphane Siro sur le bâtiment. Mais donc, il semblerait qu'il y ait une première génération militante qui tienne en tout cas sur la période la plus faste, en tout cas pour la CGTU dans le département. Clairement, on a une vague de départ à partir de surtout 28 jusqu'à 33. Là, c'est l'effondrement. Et parmi ces militants, il est clair qu'il y en a qui restent, qui étaient là avant. On a l'émergence de quelques militants qui arrivent durant cette période finalement de repli sectaire. Et sur la troisième période, après 1934, les chiffres sont tellement faibles. Enfin, j'ai 12 militants, je ne vais pas tirer une conséquence, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Si ce n'est qu'on
il y a clairement un premier élan militant sur la première période. Il est battu en brèche à partir de la ligne classe contre classe. Et même sur la deuxième période, en dehors de ceux qui étaient déjà là, le problème, c'est qu'on a, parmi les 140 bio, pour être honnête, parfois, on a juste un tel a été secrétaire du syndicat entre 1928 et 1929, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas ou qu'il n'était pas adjoint ou dans une CE de 24 à 28 et qu'il a forcément quitté le syndicat après 28. Enfin, c'est pour ça que j'aimerais tellement pouvoir répondre à cette question de manière formelle en disant, voilà, j'ai que des pistes, mais qui sont pas suffisamment, enfin, qui sont trop fragiles pour pouvoir en tirer des conclusions définitives. Juste sur ce point, rassure-toi, parce que pour Stéphane Siro, les continuités militantes en tant que terme de biographie, Ouais. elles n'étaient pas évidentes, parce qu'il y avait quand même une coupure de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et donc, c'était des nouveaux qui apparaissaient, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas déjà syndiqués avant la guerre, mais il n'y avait pas forcément de continuité d'hommes. En revanche, il y avait continuité des pratiques. Alors, avant d'arriver sur les pratiques, je voudrais juste redire, c'est ce que tu viens de dire, j'ai été très surpris, en particulier, alors c'est pareil, c'est pas sur un corpus énorme, mais d'avoir réussi à identifier les quelques meneurs des CSR en Saône-et-Loire, donc on va dire sortie de la guerre 1918-1920. Eh bien, ils sont très minoritaires en fait à avoir rejoint la CGTU par la suite. Alors, soit, par exemple, Armand Sergent, bon, lui, il finira dans la misère parce que la révocation de son poste de cheminot va faire que voilà, il disparaît du militantisme. Et donc, on a une génération donc, qui était, on va dire, pacifiste pendant la guerre, qui milite dans les CSR et dont une partie est perdue au passage de la CGTU. Alors, soit du fait de la répression, là je pense aux cheminots, clairement, et puis d'autres qui voilà, sont dans cette minorité agissante au lendemain de la guerre, et puis dont je ne retrouve plus trace à partir des années 20, enfin à partir de 1922 plus exactement. Donc je sais qu'ils ont été actifs dans l'organisation de cette minorité, mais au moment de la concrétisation, je ne les retrouve plus dans les organisations. Là, je n'ai pas d'explication. En dehors, pour certains, clairement, c'est la répression. Oui. La répression, y compris celle qui t'oblige à partir ailleurs. Et du coup, ailleurs, oui. Voilà. Oui, ailleurs, tu te resyndiques ou pas. Donc ça, ouais. Si, la répression. Ok, alors. Beaucoup, sans doute. Ouais, en tout cas, c'est le seul critère que j'avais, en tout cas pour certains cas, vraiment factuel. Pour ce qui est des continuités des pratiques. Alors, j'ai besoin de petit cadrage. Non. Vas-y. Non, c'est. Alors, les pratiques, bon, on va faire, nous, dans la continuité avec la précédente séance. Parfait. Alors, en gros, ce que disait Thiraud, c'est que la continuité de pratique, c'était l'action directe. C'est-à-dire, on porte ses revendications soi-même, on écarte le politique de toute ingérence, y compris quand on est tous membres du même parti. Quand c'est le syndicat qui agit, c'est le syndicat qui agit. Bon. Et même s'il y a des orateurs communistes qui viennent, bon, t'es gentil, mais tu nous laisses gérer notre mouvement, on sait faire. Donc, la continuité, elle était là. Et avec les mêmes pratiques, chasse au renard, au jaune, bref, ce que faisait le bâtiment, et en tout cas le bâtiment parisien, qui était costaud. En revanche, l'idée que le syndicat suffise à tout, et notamment pour la Révolution, ça, c'était pas forcément abandonné complètement, mais en tout cas, on admettait que le parti, sur le plan de la Révolution et politique, il pouvait avoir son rôle.
avec peut-être une sincérité plus ou moins profonde, mais voilà. Et donc, continuité d'action directe, hein, et en revanche, une place faite aux piliers politiques pour les questions générales. D'accord. Alors, bon, on est d'accord aussi que le cas du bâtiment est quand même un cas tout à fait particulier. Mais tous les cas le sont. C'est vrai. Mais maintenant, du coup, alors sur la question des pratiques, donc sur la question même prenons de la question du syndicalisme d'action directe. Alors là, en l'occurrence, la Saône-et-Loire l'a connu, le syndicalisme d'action directe, et même de manière très violente au XIXe siècle. Il semblerait que ce type d'activisme, en tout cas dans le département, ait été totalement abandonné en rentrant dans le XXe siècle. C'est-à-dire que l'action violente, pour faire vite, à Monceau, elle l'a été. Mais, alors, l'action directe, c'est pas l'action violente, je suis d'accord. C'est pas l'action violente, hein. Mais c'est le fait, on s'auto-organise et on mène ses luttes soi-même. On ne délègue à personne le soin de parler en son nom. Donc, ça peut passer par des tensions fortes, voire des violences, mais ça n'est pas assimilable à ça, hein. D'accord. Alors, toujours est-il que pour l'Union départementale unitaire de Saône-et-Loire, l'idée d'une indépendance totale du syndicalisme est défendue par Marie Guillot en 1922 quand elle en prend la tête. Il est clair que Marie Guillot s'associe aux communistes, en tout cas pour le congrès fondateur, mais que sur le plan local, elle défend une indépendance du syndicalisme vis-à-vis de toutes les organisations. Elle a d'ailleurs été suffisamment déçue par la SFIO en 1914 pour avoir définitivement, elle, rayé un trait sur la perspective politique. Elle ne pense, elle, qu'effectivement, seul le syndicat doit être à l'œuvre. Donc, clairement, en 1922, c'est la position de l'Union départementale et de sa secrétaire. Et voilà, dans la lignée classique du syndicalisme révolutionnaire d'avant 14. À partir du moment où elle quitte l'Union départementale pour rejoindre la CGTU nationale, c'est Émilien Lapertot qui, lui, est beaucoup plus un classique communiste qui, à la fois, gère le syndicat, l'Union départementale unitaire, mais qui est membre et adhérent au Parti communiste. Ça ne fait pas de lui nécessairement j'allais dire, un politique avant d'être un syndicaliste, mais il est clair qu'il y a malgré tout une première bascule. Et qu'à l'intérieur comme je l'avais déjà dit, à l'intérieur même du département et des syndicats, Marie Guillot, qui est encore une fois le fer de lance du syndicalisme révolutionnaire dans le département, est mise en minorité dans son propre syndicat en 1925-26 par Jean Aulas d'ailleurs, ce qui est très très drôle, puisque Jean Aulas est communiste également, mais deviendra oppositionnel en 1930. Mais il y a un magnifique article de Jean Aulas dans La Vie ouvrière, si je ne dis pas de bêtises, qui titre Marie Guillot battue dans son propre syndicat. Et c'est Jean Aulas qui, en l'occurrence, annonce sa victoire sur Marie Guillot. Donc on a effectivement, à ce niveau-là, une défaite totale du syndicalisme révolutionnaire classique au sein de l'Union départementale à partir de 1925-26, alors même qu'on n'est pas encore foncièrement dans une bolchevisation accrue du syndicat qui arrivera surtout en réalité à partir de 1928. Donc si c'est sur ce point-là, alors oui, le syndicalisme révolutionnaire en Saône-et-Loire perd la bataille à partir de 1924-1925. Sans pour autant, encore une fois, que l'Union départementale unitaire soit, j'allais dire, aux ordres du Parti communiste. Mais on a clairement sur l'aspect du syndicalisme révolutionnaire historique une défaite de ce point de vue-là à partir de 1924-1925, aussi bien au niveau de l'Union départementale et même à l'intérieur du fief, entre guillemets, du syndicalisme révolutionnaire, qui était le syndicat des instituteurs de Saône-et-Loire à cette période. Après, sur les autres continuités de pratique, moi, la chose qui m'a le
plus surprise, je ne sais pas si ça m'a surpris, mais en tout cas qui m'a intrigué, c'est la réussite aux élections des délégués mineurs de la CGTU. La CGTU est clairement, en 1926, il concurrence aussi bien en termes d'adhérents que de voix le syndicat CGT. On peut comprendre qu'il y ait des bons résultats, qu'ils fassent moitié-moitié, mais qu'ils obtiennent encore en 1932 3 postes sur 6 face à la CGTU, alors que le syndicat est entre 50 et 100 adhérents et que le syndicat de la CGT doit en coûter 300 ou 400. On a quand même là, alors à la fois déjà une continuité dans le fait que ce n'est pas parce qu'on est un syndicalisme révolutionnaire qu'on ne participe pas aux élections. Déjà, il y a cet aspect-là qui montre que, voilà, après, c'est aussi une culture minière hein, qui date du 19e siècle, mais là, il y a clairement un enracinement d'une pratique classique et qui donne de très bons résultats à un syndicat qui est extrêmement minoritaire en termes d'adhérents, mais qui, a priori, malgré tout, conserve une large audience sur certains puits où ils sont extrêmement majoritaires. Voilà ce que je pourrais dire en termes de pratique. Même si je ne suis pas sûr d'avoir totalement répondu à ta question. On n'a pas toujours les éléments de réponse, mais ce que tu dis, excusez, sur les mineurs, oui. Ça renvoie à l'autre versant de ce qu'on veut développer dans le séminaire, c'est-à-dire en effet la dimension professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une UD, puis une UR, et puis il y a la réalité des pratiques, des cheminots, hein, où on voit là, en fait, ils conservent leur force. Oui. Hein. Les mineurs, ils les conquièrent, et avec ce que tu dis, ils les conquièrent par le biais des délégués. Entre autres. Oui, mais on a l'impression quand même qu'ils le c'est... conquièrent plus facilement par le biais des délégués que par d'autres voies. Or, les délégués, c'est vraiment les militants qui sont au plus près du terrain, qui sont ceux qui s'occupent de la sécurité, Oui. mais pas que. Et donc, ça renvoie vers des pratiques militantes attentives aux revendications immédiates. Voilà, aux choses les plus concrètes, les plus matérielles qui font vivre le syndicat. Alors, c'est là qu'il faudrait évidemment avoir des données sur ce qui se passe dans les puits en question, sur qui sont ces délégués, d'où ils viennent et quelles sont leurs pratiques. Mais en fait, voilà, moi j'ai les noms des délégués. De coopératives, est-ce que ce sont des hommes de terrain, quoi? Alors là, il faudrait que je revoie les bios en vitesse, et là de mémoire je les ai pas. Mais ça, par contre, je regarderai. Bon, mais j'arrête. Moi, j'avais une remarque et puis une question. La remarque, c'est sur Marguillot. Elle disparaît des responsabilités syndicales, mais elle continue son militantisme féministe jusqu'à la fin de sa vie. Et elle sera même l'objet de répression, notamment parce qu'elle défend l'avortement. Je ferme la parenthèse. Mais ma question, c'est est-ce que ces stratégies syndicales font l'objet de débats internes? Parce qu'à l'intérieur de la CGTU, quand on voit que la stratégie classe contre classe c'est pas terrible du point de vue du résultat. Est-ce qu'on en débat? Est-ce qu'on se dit, bon, on est peut-être allé trop loin, peut-être qu'il faut qu'on rectifie? Est-ce qu'il y a trace de débat interne à ce sujet? Les seules traces, moi, que j'ai trouvées de débat interne, en fait, elles viennent du Parti communiste au départ. Sachant qu'ils ont la double casquette. Donc, quand ils parlent d'abord pour le parti, mais très vite, on voit d'ailleurs la lettre de Messot, hein, au secrétaire, il ne parle quasiment que de syndicats, en lui disant voilà, on n'a pas les bases pour mener la lutte qu'on voudrait nous. Mais j'ai pris juste cet extrait pour montrer la faiblesse organisationnelle. Mais après, l'idée, c'est de dire que de toute façon, il y a effectivement un sectarisme qui est trop important, qui ne répond pas, qui ne trouve absolument aucun écho dans les populations,
voilà, chez les ouvriers, et que dire si c'est un échec, c'est de la faute des organisations. Là, l'idée, c'est de dire non, c'est de la faute des mots d'ordre. Et que ces mots d'ordre-là, il faut revenir à quelque chose de plus concret, finalement. Mais c'est le terme de pragmatisme militant, je trouve qu'il répond très bien à cette idée de dire ça ne parle pas aux gens. Il faut trouver des choses qui parlent. Enfin, et il y a dans les années 30, en plus, des bonnes raisons, enfin, des sujets qui parlent aux gens, et très concrets, il y en avait beaucoup. Le problème, c'est que les archives de la CGTU en interne, on ne les a pas. Donc, on trouve des biais grâce aux archives du PC. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est par les archives du PC que j'ai trouvé ces indications-là. Les archives de la CGTU, en tout cas en Saône-et-Loire, en dehors des rapports de police, on n'en a pas et ils s'intéressent assez peu au débat interne. Eux, ce qui les intéresse, c'est les grèves, c'est le nombre d'adhérents. C'est pas que ça les intéresse, c'est que ça les inquiète. Surtout dans la période 1926, on voit que là, on a des rapports. Et d'ailleurs, alors, il y a une double raison. Si on trouve moins de traces à partir de 1928 et dans les années 30, c'est que déjà, les syndicats de Saône-et-Loire ne sont plus rattachés au département, mais à l'union régionale. Donc là, on n'a plus les rapports qu'on avait quasiment annuellement chaque année. Combien de syndicats, combien d'adhérents pour la CGT, pour la CGTU. Sur les débats internes, il manque les sources. Donc moi, on a les résultats, entre guillemets, des mots d'ordre qui sont adoptés en fin de congrès, en fin de débat. On a quelques articles, comme voilà celui de Jean Aulas, à l'intérieur du syndicat des instituteurs, mais c'est des bribes. On n'a jamais suffisamment d'éléments pour comprendre exactement comment à l'intérieur ça se discute, sauf quand ça explose au moment, par exemple, de la crise de 1931-1932. Mais si ça explose en 1931-1932, c'est clair qu'il y a certainement eu des alertes qui ont été données en amont, et c'est face à l'absence de réaction que finalement il y a une forme de dissension qui se manifeste et qui se fait rappeler très sévèrement à l'ordre en l'occurrence. Mais à l'intérieur de la CGTU, non, je n'ai pas trouvé les traces Enfin, voilà, quelques bribes, mais pas la construction qui permet de comprendre comment finalement on parvient à retrouver, en l'occurrence, là, une idée en 1934. Bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je m'appelle Gérard Bertin, je suis l'un des responsables de l'IHS CGT 71. Je vais déjà remercier Morgan pour son analyse et puis son exposé qui nous apprend comme d'habitude toujours énormément de choses. Et puis je vais lui rappeler, rappeler à l'ensemble des auditeurs qu'on avait eu le plaisir de l'accueillir en 2015, hein, oui, à Mont-Solémine, on avait fait une conférence, on lui avait demandé justement de venir parler de la place des femmes, suite à son travail sur l'ouvrage qui a été évoqué tout à l'heure par Michel. Ça avait été un grand moment et puis on espère bien avoir l'occasion et l'opportunité de reconduire ce travail-là. Alors, avant de poser la question à Morgan, je voudrais aussi vous indiquer à tous qu'on vient de vivre aussi en Seine-et-Loire un moment plutôt fort, puisqu'on a eu l'occasion dans le courant du mois d'octobre, les 12 et 13 octobre, l'occasion d'organiser 2 journées de travail et de réflexion sur l'épisode de la bande noire que vous avez évoqué tout à l'heure, là, qui était effectivement un épisode alors d'action directe, bien évidemment, mais d'action violente également, qui a profondément marqué le monde social moncelien, mais pas uniquement moncelien. Hein, c'est un événement dont on parle, dont les anciens parlent, ont gardé le souvenir au travers des lectures et des analyses qu'ils ont pu garder, y compris dans d'autres secteurs que celui du bassin moncelien. Alors, c'était 2 journées très riches. Et puis, ça a été donc l'occasion d'une conférence qui était animée par un de nos historiens locaux, dont on connaît peut-être les travaux, qui est Yves Meunier, qui a travaillé sur ce sujet-là, et puis également la commune du Creusot, et on avait travaillé avec lui déjà l'an dernier. Alors tout ça, ce sont des liens que vous pouvez trouver sur Internet. Je les ai diffusés, je pense que vous avez dû les recevoir, mais on continuera de les diffuser. Ça a été fait d'ailleurs encore très récemment. Alors, j'en viens à ma question. Que s'est-il passé à partir de la période où on sent la dissension qui arrive et puis
quand on arrive vers la période de l'unification, donc à partir des années 1932-33, qu'est-ce qui se passe entre les militants, quels sont les rapports qu'il y a entre les militants de la CGTU que tu as identifiés et puis ceux du Parti communiste à l'époque? Est-ce que ce sont d'ailleurs les mêmes? Enfin, tu sembles l'indiquer en partie, mais est-ce que ce sont strictement les mêmes? Puis si ce n'est pas tout à fait les mêmes, quels sont les rapports qu'ils ont pu connaître après? Est-ce qu'il y a eu des accords? Est-ce qu'il y a, ou alors l'acceptation d'un espèce de consensus sur un terrain un peu différent de la ligne du parti à l'époque? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je te remercie. Alors, sur la dernière période, au moment de la crise de 1931-1932, la CGTU effectivement, tend à être réduite quasiment plus qu'aux convaincus et donc aux communistes. L'effondrement des effectifs en est une illustration, et puis la quasi-totalité des responsables étant désormais communistes tend à prouver qu'effectivement, en dehors des communistes, la CGTU ne regroupe plus grand monde d'extérieur. Alors, forcément, elle en regroupe plus qu'au parti lui-même, hein, puisque sur la même période, je crois que le parti retombe à 30 000 adhérents, quelque chose comme ça, c'est une catastrophe. La CGTU en a 200 000 à l'échelle nationale, 30 000 au parti. Donc, il y a toujours plus d'adhérents à la CGTU qu'au Parti communiste, mais il est clair que l'organisation n'est plus une organisation de masse, qu'elle n'arrive plus à regrouper, à attirer des militants, pourrait-on dire, non politisés, ce qu'elle avait réussi à faire durant la première période et qu'elle ne parvient plus à faire. Alors, là encore, on retombe sur un peu sur la même question que Maryse tout à l'heure. Il nous manque les archives internes pour pouvoir essayer de comprendre comment tout ça s'organise, quels sont les liens. Alors, les liens des responsables, encore une fois, ça on les connaît. Durant cette période sectaire, les responsables syndicaux sont à 90% communistes. Donc, les responsables sont au PC. Soit ils s'alignent, soit, comme Messo et Viel, ils finissent par taper du poing sur la table en disant c'est plus possible. Mais pour ce qui est des autres, encore une fois, faute d'archives internes, je ne peux pas répondre de manière très très précise à cette question. J'imagine, là encore, que des alertes ont été lancées et qu'elles n'ont pas été entendues. Et qu'elles ont d'ailleurs été ni entendues au parti ni au syndicat. Mais je ne peux pas en dire, enfin, j'aimerais, mais je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse. Je reprends la parole, excuse-moi. Alors oui, j'entends bien ce que tu nous dis. Enfin, ta réponse ne me surprend pas beaucoup plus que ça. À titre d'information, on a plusieurs groupes de travail au niveau de l'IHS 71 qui travaillent depuis quelques mois sur deux fonds d'archives très importants dans lesquels on n'avait jamais véritablement plongé et qu'on n'avait pas véritablement traité. C'est les archives de l'Union locale de Châlons, enfin tout au moins celles qu'on a pu récupérer parce que c'est très dispersé, il y en a un peu partout, puis on a parfois un peu de mal à faire à récupérer les fonds qui sont dispersés. Et puis également sur l'union locale de Mâcon. Alors je ne vais pas m'avancer sur le résultat du travail qu'on est en train de faire, mais j'imagine bien qu'on va finir par trouver quand même des fonds, des sources qui sont antérieures à celles qu'on a l'habitude de trouver, qui généralement commencent souvent au moment de la Seconde Guerre, hein, pas trop avant, c'est très rare. Bon, si, là sur Chalon, je le sais parce que les camarades m'en ont parlé il n'y a pas bien longtemps, on a quelques fonds plus anciens. On va, alors je prends un engagement, une promesse vis-à-vis de toi et puis de tes collègues, mais on Là, ça va. commence à m'intéresser. Oui, oui, on va regarder ça de très près. Là, les camarades sont en train d'y travailler. Là, c'est le travail quotidien là actuellement. On va regarder ça de très près et puis on passera de toute façon l'information dès qu'on aura ou non la certitude de trouver ou pas Ouais, des fonds qui datent de cette époque-là. j'avais contacté l'UL de Châlons il y a très longtemps et ouais, fin des années 90, fin 90, où ils m'avaient dit qu'ils n'avaient rien en fait sur la période CGTU à Châlons. Oui, ça, bon, peut-être qu'ils n'avaient pas complètement tort, mais
peut-être qu'ils n'avaient pas tout à fait complètement raison non plus. Parce Hein. que des fois, on découvre des cahiers de syndicats du fin 19e, tout début 20e, j'ai vu. Oui, oui, mais tout à fait, oui, oui. Oui, oui. Bon, ça veut donc bien dire qu'on peut trouver sans doute des fonds. Alors bon, il faut tomber dessus. Enfin, vous le savez bien, c'est des masses de documents qui sont de toute façon très importants. Et puis la finalité de nos travaux sur nos archives, elle est toujours la même. C'est ce qu'on fait en Saône-et-Loire depuis longtemps. C'est un dépôt aux archives départementales. On a procédé à ça avec les archives de Montceau-les-Mines il n'y a pas très longtemps, celle de Paray également, là qu'on est en train de finaliser également. Et puis celles de Châlons, elles finiront aussi aux archives départementales. Elles sont donc facilement ouvertes. Mais si on trouve, on vous tiendra au courant de toute façon. Super. Moi, je voulais juste savoir, quand il y a ce déclin de la CGTU et cette perte d'adhérents, est-ce qu'il y a des vases communicants? Est-ce que ces gens, ces militants, ou non militants, hein, qui quittent la CGTU, est-ce qu'ils basculent à la CGT ou est-ce qu'ils restent non syndiqués? Et s'ils basculent à la CGT, peut-être que c'est ceux qui ont aidé derrière à la réunification parce qu'ils sont partis, mais avec toujours quand même cette idée de syndicat unique, etc. Alors, s'il y avait eu ces vases communicants ou pas. Alors, à l'échelle locale, je n'ai pas trouvé de transfert ou de retour à la CGT, ou alors de manière extrêmement marginale. Donc, il semblerait pas que ce soit quelque chose d'automatique. Pour la plupart, c'est un abandon pur et simple de toute forme de militantisme. À la différence, par exemple, par exemple, chez les instituteurs en particulier de la Fédération unitaire de l'enseignement, je crois que c'était ceux du ministère qui avaient rallié la CGT en 1931. On n'a pas ce genre de phénomène de vague où certains syndiqués quittent la CGTU pour ensuite aller rejoindre la CGT. En tout cas, pas en Saône-et-Loire. J'ai pas de cas sur les 140 qui marquerait non pas un abandon du militantisme, mais un abandon de la CGTU pour une autre organisation. J'ai pas ce genre de cas, ou en tout cas de manière extrêmement minoritaire. Et c'est pas du coup ça qui pourrait non plus expliquer la mise en place de l'unité à partir de 1931-1932 entre les unitaires et les confédérés. Mais plus, je pense, une connaissance sur le terrain. Enfin, vous savez aussi bien que moi, quand on est sur un lieu de travail, les syndiqués des autres syndicats, vous les connaissez. Et voilà, il peut y avoir des liens qui ont permis de faciliter ce rapprochement, mais il ne semble pas que ce soit le transfert d'une organisation à une autre qui ait permis cette mise en place d'une action commune assez précoce en Saône-et-Loire, en tout cas. Et puis, en fait, juste pour ce que j'ai laissé des délégués mineurs, je ne sais pas comment c'était exactement à cette époque-là, mais dans une époque beaucoup plus récente, je peux vous garantir que le délégué mineur, c'était l'homme qui était élu au-delà de son appartenance à une organisation syndicale. C'est-à-dire que le délégué mineur était quelqu'un qui avait une autorité, quelqu'un de confiance, respecté, enfin voilà. Et donc il y avait quand même ce facteur. Peut-être que les militants de la CGTU étaient plus des hommes de confiance, respectés que des militants de la CGT. Hein, voilà. Mais il y avait ce facteur-là qui était quand même, et je ne sais pas comment c'était en 1930, mais dans les années plus récentes, c'était vraiment reconnu. Mais l'image du délégué mineur, sans être un spécialiste du monde de la mine, c'est cette image-là du coup, c'est pour ça que je vais pas me refouiller par rapport à la question là, quand même, du rôle des délégués mineurs. Sur un mémoire, j'avais trouvé en particulier un personnage qui, effectivement, on sent qu'il y a à la fois l'organisation, mais surtout le personnage qui fait que les gens votent pour lui parce que dans ce puits, il est le référent, il est l'homme, enfin, il y a effectivement cette idée, très clairement. En tout cas, pour le Pas-de-Calais, qu'on l'avait vu l'année dernière, c'est vrai que le maintien de l'influence unitaire reposait sur le bon choix des délégués mineurs. Hein. Alors, si en plus ils ajoutaient
quelques fonctions municipales ou dans une coopérative, c'était encore mieux. Mais voilà. Et concrètement, plus on descend en bas, plus le rôle de ceux qui incarnent le syndicat, qu'ils font vivre et tout, est important. Ça, c'est sûr. Oui, le facteur humain, moi, par exemple, sur l'unité d'action, je pense que c'est beaucoup plus les facteurs humains que les facteurs organisationnels qui ont permis, à partir de fin 31, début 32, une unité d'action à l'échelle du département. Je pense que c'est voilà, les interactions quotidiennes sur le terrain et puis voilà, la réalité de la situation économique qui fait que de se dire il faudrait qu'on essaye de trouver une solution commune pour nous élever un peu tous face au chaos économique que connaissait le département à cette période. J'ai une question un peu banale d'ailleurs. Le cas de la Saône-et-Loire est particulier par rapport à d'autres départements. Dans ce que tu as raconté, est-ce que l'histoire de la simplification, la montée de la CGTU, est-ce qu'on retrouve les mêmes choses dans d'autres départements ou c'est particulier à la Saône-et-Loire? Alors, non, ce n'est pas particulier à la Saône-et-Loire. La régionalisation en 1926, c'est une décision nationale. Les crises, là, c'est plus spécifique, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des crises dans d'autres départements. Non, je ne prétends pas que la Saône-et-Loire, ça soit un cas exemplaire de ce qu'a été le syndicalisme unitaire. Je dis juste que c'est un cas qui montre que à l'intérieur même d'une organisation, on a des oppositionnels, on a des gens qui sont là et puis qui s'en vont à un moment donné, et puis on a aussi des gens qui sont là, qui y croient et qui, bien que communistes, bien que non trotskistes, d'ailleurs ils s'insurgent quand on les traite de trotskistes, leur disent mais c'est pas possible, on ne peut plus la moindre critique et on se fait insulter Trotsky, c'est pas possible. Donc, c'est juste pour dire que ça n'est pas arrivé partout, parce qu'il y a aussi des fois où ça s'est mieux passé, mais la Saône-et-Loire est vraiment à la marge de cette union. Il est clair qu'à partir de 1930, le fait que l'union régionale, parce qu'elle-même est affaiblie, arrête les ristournes aux UL, là, ça crée une crispation vraiment très importante dans le syndicat. C'est la seule chose dont je suis capable de dire, archive à l'appui, que l'arrêt des ristournes à partir de 1930 aux UL, ça crée une crise à la CGTU. C'est la seule chose sur laquelle je suis capable d'avoir des sources pour dire, là, effectivement, il y a un truc qui se passe et qui fait que ce qui explique la suite qui se passe encore plus mal pour la CGTU. Mais voilà, ça ne fait pas de la Saône-et-Loire un cas unique ou un cas exceptionnel. C'est un cas parmi d'autres, mais qui permet de relever quand même encore une fois, sur l'idée de… Souvent, la CGTU est quand même présentée comme une sorte d'organisation monolithique à l'image du parti, où personne ne dépasse une oreille, sinon on vous la coupe. Moi, j'étais vraiment très étonné par la liberté de ton de certaines lettres au moment de la crise, où franchement, je me disais, mais quand même… pour un parti stalinien, ce qu'il était quand même dans cette période-là, quand les mecs étaient en colère, ils se lâchaient. Hein. Oui, mais la CGTU, là, elle est quand même l'héritière du mouvement ouvrier d'avant 14, c'est-à-dire avec le syndicalisme révolutionnaire a pu être battu par avec la défaite de Marie Guillot, mais il y a quand même des héritages qui restent là, et la CGTU alors chronologiquement non, mais en force, elle est antérieure à la force du Parti communiste. Ah oui. L'ancrage ouvrier du Parti communiste, il passe par la CGTU. Sinon, c'est ses fillots continuaient, de fait. Hein. Et donc, il y a quand même les militants syndicaux, c'est ce qu'on disait la dernière fois, il y a des syndicalistes communistes, devenus communistes, mais qui restent prioritairement syndicalistes, avec leur culture. Et alors,
ils apprennent, entre guillemets, à devenir communistes, mais syndicalistes, ils savent. Ils savaient faire avant, ils savent faire après. Et ils voient bien quand ça colle pas, quoi, quand ça marche pas. Après, il y a les communistes syndiqués. Mais même le Parti communiste, son monolithisme, il se construit difficilement. Hein, ça va pas de soi. Là aussi, il y a des crises. Ah oui, les crises qui traversent montrent donc, bien que... voilà. Il faut savoir quand même que l'adhésion à l'international syndical rouge s'est faite sous conditions. Il y a des conditions qui ont été martelées. Et en même temps, Moscou a besoin. Moscou a absolument besoin de la CGTU en France. D'un syndicat occidental. Oui, d'un syndicat occidental. Donc, voilà, c'est comme ça quand même que la CGTU arrive à affirmer ses positions de liberté syndicale, on va dire, par rapport jusqu'en 29. Juste dès le premier temps. Ouais. Après, tout est battu. Du côté des... Non, après moi j'ai une petite question. Il n'y en a pas sur Internet. Juste parce qu'on avait fait une séance sur la main-d'œuvre étrangère. Oui. Et on n'en a pas trop parlé pendant ton intervention. Et je voulais rapidement, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, savoir quelle place a pris cette question dans les débats internes, locaux, et notamment à partir de la crise, en fait, à partir de 31, parce que c'est un moment de tension fort entre peut-être la direction là-bas. Enfin voilà, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire de... Eh bien, je peux te dire que je ne peux rien te dire. Parce que, effectivement, mais moi aussi, je me suis posé la question. En particulier, quand on prend le bassin de Monceau, avec une très forte population d'origine polonaise et italienne, je n'ai aucune trace. Je n'ai rien. Je n'ai rien sur la question de la MOE. Je n'ai rien, à part, voilà, dans la lettre de Messo qui dit on n'a personne au syndicat et la moitié sont étrangers. Donc, ce qui veut bien dire que être étranger, c'est des gens sur qui on ne peut pas forcément compter pour tout parce que la situation est précaire pour eux. Mais en dehors de ça, je n'ai rien du tout sur la question de la MOE, alors qu'on a, en particulier à Monceau, un énorme bassin, 10 000 mineurs quasiment, et rien sur la question de la MOE. Je sais que ça va se développer plutôt après la réunification, où là, il va y avoir, si je ne dis pas de bêtises, un journal en langue polonaise, mais en tout cas, à la CGTU, il faudrait vérifier. Mais à la CGTU, je n'ai rien trouvé sur la question de la main-d'œuvre étrangère dans le département, alors qu'en particulier, je pense à Monceau, où là, il y a clairement une forte population d'origine étrangère. Il n'y a rien. C'est pas parce que j'ai rien trouvé que rien n'a été fait, mais je n'ai rien trouvé, en tout cas. Bien. Écoutez, merci. Merci à Morgan, merci aux participants. Simplement un rappel, la prochaine séance se tiendra le mardi 13 décembre et elle sera l'occasion avec Alain Gautron de traiter de l'action et de l'implantation de la CGTU parmi les possibles. Voilà. Donc, merci et à la prochaine fois. Merci, Morgan. Merci.